It's going down. 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 It's going down, 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 down. It's going down. It's going down, down. It's going It's going It's going down. It's going down. It's going down, down. Alors, est-ce qu'on y est? J'attends la confirmation. Ok, c'est parti. Donc, Monsieur Balafrège, on est tous très ravis de votre présence avec nous ce soir pour ce webinaire. Donc, je représente l'AMG Lyon. C'est une association étudiante donc, à Lyon qui représente les étudiants marocains. Et justement, donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on espère que ce live sera un échange de qualité et qu'il intéressera le plus de monde donc, par rapport aux questions qu'on va aborder et au volet justement qu'on va parler justement. Nous abordons aujourd'hui une question qui taraude l'esprit de la plupart des Marocains compte tenu du contexte immense d'incertitude à cause de la situation inédite du coronavirus. Et donc, la question qu'on se pose chacun avec nos compatriotes marocains, c'est quel avenir pour le Maroc? Déjà, est-ce qu'il y a un avenir? Et ensuite, comment justement essayer de redynamiser le pays et assurer son développement? Donc, on va... Merci.
Ouais, ouais. Euh, Je vais très vite répondre. D'abord, bien sûr qu'il y a un avenir, comme ça, même si les gens ils arrêtent de regarder, bien sûr qu'il y a un avenir, hein, à d'accord. condition que vous, moi, tous les Marocains qui tiennent à notre pays, qui s'intéressent à notre pays, qu'on se mobilise et qu'on baisse jamais les bras, hein. Il y aura toujours un avenir, hein. Nous ou les autres, hein. Il faut juste tout pays dans le monde a un avenir à condition que ses citoyens se mobilisent. Donc, on tient compte de cet avant-goût du sujet. On va l'aborder sous trois volets, donc économique, social et politique. Avant de justement plonger dans le vif de ce sujet très complexe, je vais brièvement présenter votre parcours. Donc, Ok. Omar Belafrège, vous êtes centralien, vous avez fait l'école centrale de Lyon, Ouais, ouais. comme d'ailleurs certains de nos membres. Vous avez un parcours très diversifié. Par exemple, vous avez touché à la finance en travaillant pour la Société financière internationale affiliée à la Banque mondiale. Vous avez touché à l'entrepreneuriat en dirigeant le Technoparc. Et aujourd'hui, vous êtes homme politique, député élu à la circonscription de Rabat-Océan. Donc, vous représentez la Fédération de la gauche démocratique. Donc, petite question juste pour briser la glace, comme on dit. Pourquoi justement diversifier votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à la politique? D'accord. Ben, d'abord, je vais vous dire merci pour l'invitation et doublement en plus, parce que Lyon, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'y ai étudié et je m'y suis même marié. Je suis marié, ma femme est lyonnaise, donc je retourne régulièrement à Lyon. Donc, j'aimerais bien que la prochaine fois que vous m'inviterez, ça soit à Lyon même. J'y vais d'habitude quand il n'y a pas confinement, au moins une fois par an. Donc, ça serait avec grand plaisir. J'aime beaucoup cette ville. Euh, Tout de suite, en fait, c'est important. Je le dis souvent, moi, dans mes interventions, tout ça. La politique, c'est pas un métier. En tout cas, moi, je vois pas la politique comme un métier. Je suis engagé en politique depuis longtemps. Peut-être quand j'avais votre âge, quand j'étais jeune étudiant, je me suis mis vraiment un peu plus jeune que vous, mais j'ai commencé à vraiment m'y intéresser vers les 20 ans, un truc comme ça, à la politique. Et j'en ai fait depuis cet âge-là, c'est-à-dire maintenant plus de 26 ans et demi, presque 27 ans que je fais de la politique. Alors, la grande partie de mon activité politique depuis 27 ans, c'est du bénévolat. C'est comme quand vous êtes bénévole dans une association, que ce soit la MGE ou une autre association, mais c'est pour défendre des idées et un projet de société. Donc, j'ai été dans différents endroits, aussi bien à l'étranger qu'au Maroc, à Casa, à Rabat, à Ifrane, où j'ai même été élu local à Ifrane en 2003. Donc voilà, mais c'était toujours en parallèle. C'était du bénévolat, hein, pas rémunéré, euh, mais c'était en parallèle d'une activité professionnelle pour gagner ma vie. C'est la première fois depuis 2016 que les deux sont complètement liés, en fait, où je continue mon engagement, mais je gagne ma vie, en fait, où j'ai une rémunération par l'action parlementaire. C'est quelque chose, pour rien vous cacher, c'est quelque chose qui me dérange un peu, parce que moi, je suis habitué, je considère qu'il faut que ça soit toujours une envie. L'engagement politique, ça doit être une envie et non pas une raison de vivre. Donc, j'essaye par exemple, de me dégager un peu de temps. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat, me dégager un peu de temps. J'ai du mal, mais je vais le faire de plus en plus, hein, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, au moins peut-être 10% de mon temps pour garder un pied dans une vraie activité professionnelle qui me plaît. D'abord pour moi, je ne vous le cache pas, pour ne jamais dépendre de la politique. Moi, je veux jamais me dire je vais me présenter à des élections parce que j'ai pas le choix. Il faut que ça soit toujours par choix, une volonté personnelle de le faire. Et deuxièmement, pour me protéger, parce qu'un des drames de la politique, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, mais beaucoup au Maroc, c'est que énormément d'acteurs politiques voient leur action politique comme une défense d'intérêts personnels et souvent ou des fois, on va pour pas généraliser, une façon de s'enrichir personnellement. Donc, pour se protéger, la meilleure façon de se protéger, c'est de faire une séparation entre les deux. On a une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, qu'on doit avoir, et l'engagement politique, ça doit être du bénévolat. Pour moi, ça doit être d'abord du bénévolat. Alors, pour être aussi actif en tant que parlementaire, donner son temps, il faut être rémunéré. Je ne vais pas faire du populisme non plus. J'aurais pas pu remplir ma mission de parlementaire tout en restant directeur du technoparc ou chef d'entreprise, un truc comme ça, parce que ça prend beaucoup de temps, au moins, on va dire 80-90% du temps, hein, l'action parlementaire, si on veut la faire bien. Donc, c'est nécessaire d'avoir une rémunération.
mais qui ne doit pas se transformer en un métier, hein. Pour moi, ce n'est pas un métier. Rapidement, vous m'avez posé la question, ma carrière professionnelle. Oui, en fait, j'ai eu, comme souvent quand on est jeune, une bifurcation. En fait. J'étais dirigé par l'école d'ingénieur et j'ai fait mon stage de fin d'études dans un laboratoire de recherche en hydraulique en Angleterre, hein. J'étais parti en dernière année de centrale, à la fin de la dernière année dans la région d'Oxford. Et, et j'ai décidé de rentrer au Maroc pour des raisons personnelles. Et je me suis posé la question, il n'y avait pas le même niveau de recherche, il ne faut pas se le cacher, il n'y est malheureusement toujours pas, hein, dans ce domaine-là, recherche en mécanique des fluides et en hydraulique. Et donc, je me suis transformé en ingénieur généraliste. Et donc, j'ai touché à tout dans le groupe ONA, où j'ai touché de la finance, de l'opérationnel, industriel. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai développé ce métier. Et l'entrepreneuriat, bah, c'est tous les gens qui ont vécu la bulle Internet, 99, 2000 et tout ça. Beaucoup de gens ont sauté le pas et moi aussi j'en fais partie. Donc, en co-créant une start-up, puis de fil en aiguille, en m'occupant au Maroc de la première pépinière d'entreprise pour aider les startups, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger de 2008 jusqu'à 2016. Ça s'appelle le Technopark, avec un siège à Casa, mais aussi on avait créé à l'époque, en 2011, une antenne à Rabat, puis à Tanger. Et aujourd'hui, l'équipe qui est toujours là-bas et ma successrice, Lamia Ben Khlouf, a aussi créé le Technopark Agadir. Donc, c'est une belle opération qui continue à se développer. Voilà. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit justement, la politique, c'est surtout un engagement et il faut défendre de fortes convictions. Donc, vous, j'imagine que vos convictions, comme le montrent justement vos programmes, sont axées autour de l'éducation, la santé et la lutte contre les inégalités. Et la crise du coronavirus a justement montré à quel point ces éléments sont cruciaux aujourd'hui au Maroc et qu'ils l'ont toujours été. En fait, aujourd'hui, on vient de se réveiller et on voit justement qu'il faut changer les choses. Est-ce que vous pensez que le corona est justement un point de départ à ce changement, au moins au niveau des mentalités? Ben, je l'espère. Je veux juste corriger. Je suis passionné par la question de l'éducation, mais j'y suis pas venu juste comme ça, par amour de l'éducation dès le départ. Aujourd'hui, j'aime beaucoup toutes ces questions qui tournent d'éducation, mais ma priorité est dans notre mouvement politique, hein, la Fédération de la gauche démocratique, notre priorité, c'est le développement de notre pays, le développement du Maroc, hein. Et dès qu'on aborde cette question du développement du Maroc sous un angle assez sérieux, et qu'on voit qu'est-ce qui freine notre développement, comme d'autres sociétés, comme un pays dans lequel vous vivez, comme la France, qui est beaucoup plus développé, ou les pays européens, ou des pays d'Amérique du Sud ou d'Asie, on voit que l'élément principal, sinon fondamental, c'est le déficit en termes de développement éducatif. C'est-à-dire que l'éducation, ou le mauvais niveau de notre système éducatif et de notre éducation de façon générale, est le principal frein à notre développement. Donc, c'est de fil en aiguille comme ça, cette priorité-là, elle est là parce qu'elle est reconnue par tous, hein, que c'est le frein à notre développement, hein. C'est le frein à l'ascenseur social, c'est le frein à la cohésion sociale et économique entre Marocains, mais c'est aussi le frein même pour les chefs d'entreprise qui voudraient recruter des salariés qui ont plus compétents. C'est un frein même pour eux aujourd'hui au Maroc, même si on le voit d'un point de vue libéral. Même les libéraux seraient d'accord pour dire qu'il y a un vrai problème de niveau éducatif au Maroc qu'il faut régler. Donc voilà, c'est tout le sens de l'engagement. Vous me demandiez si coronavirus a créé un déclic, parce que là, enfin, moi pour ma part, en tant que membre de la FGD et député, c'est presque, ouais, ça fait 4 ans que je dis ça tous les jours, hein, que l'éducation est importante. Je suis malheureusement, où on est malheureusement, nous à la FGD, très peu écoutés, hein, au point où même des propositions concrètes euh, d'augmentation du budget, d'allocation de budget sur des choses concrètes dans le domaine de l'éducation, par exemple augmenter les écoles communautaires dans le monde rural, faire en sorte qu'il y ait du transport scolaire, améliorer la formation des profs existants. Tout ça, des propositions concrètes, même dans le domaine de créer des vidéos de la part des profs. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Jusqu'à présent, tout le monde votait contre, hein. Je veux dire, c'était quasiment unanime au Parlement.
La crise du coronavirus a donné l'impression, on a eu, moi en tout cas, j'ai eu pendant quelques mois, pendant 2 mois, j'ai eu l'impression que les gens avaient pris conscience que c'était fini. Et il y a eu de belles choses ou de jolies choses, on va dire, pour pas être excessif. Au ministère de l'Éducation, il y a eu des vidéos dont on parlait, nous, depuis très longtemps, qui ont commencé à se mettre en place. La qualité n'est pas extraordinaire, mais c'est déjà un bon début. Donc on s'est dit, ouais, il y a une prise de conscience qui commence. Mais malheureusement, moi j'ai été douché, hein. J'ai pris une douche froide depuis plus d'un mois. Et la dernière, là, juste là, cette semaine, hein, je vais vous parler, on a une loi de finances rectificative en ce moment au débat au Parlement, hein, qui doit être votée à partir de demain, hein. Et alors avec des mesures de réduction budgétaire, comment on appelle ça déjà? Tarchauffe, en français, comment on dit Tarchauffe? L'austérité, une austérité. Donc ils ont réduit. Et beaucoup de gens n'y croient même pas quand je leur dis. Ils sont allés, l'austérité, ils l'ont fait, ils ont enlevé de l'argent en priorité dans l'éducation. C'est-à-dire que sur un budget qui est déjà faible, il a été réduit de quasiment 5 milliards de dirhams, le budget de l'éducation. C'est-à-dire que quand on entendait les mêmes responsables politiques, que ce soit le ministre de l'Éducation, le premier ministre, le chef du gouvernement, les membres du gouvernement, il y a quelques mois, jamais on aurait pu croire qu'on aurait potentiellement une baisse du budget, même si ce n'était pas d'accord avant. Ils avaient l'air d'avoir été un peu convertis, un minimum, se rendre compte que l'éducation et la santé sont des choses qu'il ne faut pas toucher. Il faut au contraire investir dedans. Eh ben, on a un budget qui est sur la table en ce moment, où il y a moins 7% du budget dans l'éducation, avec aussi bien en investissement. Donc, il y aura des écoles en moins qui vont être construites, qui étaient prévues, hein, qui vont pas être construites. Il y a probablement des recrutements ou des primes pour des profs qui travaillent loin, qui seront pas donnés. Voilà, un certain nombre de choses. Donc, on en est là au Maroc. On a une classe politique dans son ensemble, un gouvernement pour qui l'éducation n'est pas une priorité. Il faut être aveugle pour pas le voir. Cette loi de finances rectificative là qui est en débat en ce moment est la meilleure preuve, si on avait encore besoin d'une preuve. Comment se fait-il que, alors que la crise de coronavirus a montré que le déficit en termes de santé et d'éducation est le principal déficit au Maroc, et des efforts ont été faits pendant la crise. Il y a eu des cours à distance, mais on s'est vite rendu compte que la majorité des élèves n'avaient pas de tablette pour pouvoir suivre, que une majorité de profs ne savaient pas utiliser leurs emails, donc avaient besoin d'être formés, avaient besoin de s'apprendre à s'enregistrer, à communiquer à distance. Donc tout ça, et avec des débats, même de la part du membre du gouvernement, en disant dans l'avenir, on va donner sa place au digital, c'est-à-dire quand on va reprendre les cours présentiels à la rentrée, il y aura quand même du digital. Mais tout ça, ça demande de l'argent, de l'investissement, de la formation. Et vous avez ce gouvernement qui réduit le budget de plus de 7% de l'éducation. Voilà. Donc c'est très triste. À court terme, c'est triste. Pour être optimiste, parce que je suis quelqu'un d'optimiste, il y a des élections dans un an. Tout ne va pas changer dans les élections dans un an. Mais il faut que tous, jeunes et vieux, qui veulent un autre Maroc, qui veulent d'autres politiques publiques, se mobilisent un minimum lors de ces élections. S'inscrivent sur les listes électorales, votent, ça c'est le minimum syndical. Mais moi, j'irai plus loin même. Pour une partie d'entre vous, hein, vous tous, vous devez vous présenter aux élections. Il faut se penser, des gens qui ont un métier, qui travaillent. Il est temps, un pays comme le Maroc, les villes du Maroc ont besoin de gens sincères qui vont s'engager pour ces villes, s'engager pour être élus communaux, pour être ensuite députés peut-être, pour changer un peu la donne. Sinon, on a un risque, c'est de continuer avec des politiques publiques comme celles qu'on a actuellement. Oui. Donc, justement, d'après vous, Monsieur Balafrèche, faut-il arbitrer entre le développement du Maroc et essayer de contrôler la dette sous laquelle croule le Maroc actuellement? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres leviers qui pourraient être actionnés afin de financer ce développement? Est-ce que la fiscalité serait un levier envisageable ou pas du tout? Oui, mais oui, la fiscalité est envisageable comme un outil. Mais avant même la fiscalité, il faut d'abord la volonté politique. Il faut une volonté, hein. Quand je vous dis aujourd'hui, même avec les faibles moyens qu'on a, sans la fiscalité, on a des gouvernants qui font des arbitrages. Parce que la politique, c'est une question d'arbitrage, hein. On ne peut pas tout faire. Tout est beau, mais on ne peut pas tout faire. Bien sûr, on aimerait tout avoir, mais on est obligé
de fixer des priorités en fonction de nos contraintes. C'est comme la vie d'un foyer, comme une mère ou un père de famille qui a des revenus, tout le monde a des revenus limités, obligé de faire des choix. Avec des enfants, ben, on ne peut pas tous les jours, par exemple, manger au restaurant. On peut pas quand on a les moyens. On doit choisir entre je sais pas, même quand on doit partir en vacances, c'est en fonction des moyens qu'on a. Choisir entre faire de la natation ou quand on fait du sport et faire quelque chose de l'équitation. Donc voilà, il y a des choix à faire. On aimerait tout faire, hein, tout est bien, mais on est obligé de faire des choix. Ben, un gouvernement, c'est la même chose. Euh, dans le cas de notre pays, alors oralement, vous allez tous les entendre dire ça. Vous demandez à n'importe quel gouvernant au pays, dans le Maroc, vous lui dites c'est quoi la priorité? Il va vous dire l'éducation, la santé. D'accord? Tous, sans exception, tout le monde vous le dira. Maintenant, quand on vient au budget qui sont fixés, les arbitrages qui sont faits budgétaires, ce n'est pas une priorité. Il y a d'autres priorités, il y a d'autres aspects qui sont prioritaires. La sécurité est une priorité non avouée de la part des gouvernants. Moi, je ne suis pas contre la sécurité, mais vous voyez le budget de l'armement, le budget du ministère de l'Intérieur, il augmente lui. Lui, il n'est jamais touché. Il ne fait qu'augmenter. Par contre, quand on doit faire un arbitrage, eh ben, c'est sur le dos d'un budget comme celui de l'éducation. On va lui le réduire. Lui, il peut être réduit pour eux, pour ces gens-là. Et c'est là mon grand différent avec eux. Donc, commençons d'abord par ces arbitrages-là, avec les moyens qu'on a. Fixons quel est le minimum qu'on doit avoir, qu'on doit mettre dans l'éducation avant de faire autre chose pour pouvoir aller sur une courbe de développement raisonnable. Et puis, trouvons d'autres moyens. Et les autres moyens existent. Alors, c'est ce que vous disiez, la fiscalité. Il y a des leviers fiscaux qu'on n'a jamais utilisés au Maroc et que tous les pays qui ont réussi à se développer à travers l'histoire ont utilisé à un moment donné de leur histoire, ou ils l'utilisent encore, ou bien les ont utilisés pendant longtemps. C'est les impôts sur le patrimoine, des impôts pas trop importants, mais des impôts progressifs sur le patrimoine, que ce soit impôts progressifs sur l'héritage et impôts progressifs sur la fortune. Et ces deux impôts, quand on voit dans les pays qui ont réussi à se développer, notamment aux pays européens, aux pays d'Amérique du Sud, et surtout l'Europe pendant le XXe siècle, ils ont répondu à des besoins inégalitaires. C'est avec ces impôts-là, ce système fiscal progressif, que tout le continent européen a réussi à créer un État social, à créer un État où, où tout le monde peut prendre des vacances une fois par an, où il y a une sécurité sociale, où l'école est gratuite pour tous et de qualité. C'est avec ça. C'est pas tombé, c'est pas la pluie. C'est tombé parce que il y a eu un effort collectif de ces pays pour décider à un moment donné que pour se développer, il fallait être moins inégalitaire et redistribuer. Et on redistribue à travers les services sociaux que sont d'abord l'éducation, la santé pour tous, les services de santé, et ensuite la retraite, les assurances chômage et tout ça. Ça s'est fait pour beaucoup de pays rapidement, quand je dis en 50 ans. Les pays scandinaves étaient très inégalitaires à la fin du 19e siècle. Ils sont devenus des modèles du genre en termes de développement en l'espace de 40-50 ans, en faisant des choix, en passant d'un système très inégalitaire, où il y avait, comme chez nous aujourd'hui, comme au Maroc, où une petite minorité a tout, ces enfants ont un avenir garanti, et la grosse majorité n'a peu de choses, voire rien. Et ces pays-là ont décidé, ces nations-là, ces populations-là ont décidé de changer de modèle en partageant, et on voit le résultat. Ils ont tous réussi. Et même les plus riches parmi eux sont heureux de ce modèle-là. Même les plus riches parmi les Scandinaves, ou même les plus riches parmi les Allemands, ne remettraient pas en cause leur système social, c'est-à-dire que leur système médical, leur système d'assurance chômage, de retraite d'un bon niveau. Et pourtant, ça leur coûte. Ils payent beaucoup plus, ils payent des impôts. Alors nous, on fait partie de ces pays où les plus riches payent peu d'impôts, où les plus riches payent moins d'impôts que la classe moyenne. C'est ça le cas de Maroc. Quand vous êtes quelqu'un qui a hérité d'une rente, vous avez hérité, mais ce qui est injuste, c'est que vous payez moins d'impôts que quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille au Maroc, dès que vous êtes au-dessus de la classe moyenne, vous êtes très vite à 38% de taux d'impôt. Vous le verrez quand vous allez travailler. J'espère que vous rentrerez au Maroc. Pour beaucoup d'entre vous, vous verrez, on est taxé très vite en tant que salarié à 38%. Eh ben, quelqu'un qui a eu un héritage avec une rente mobilière, c'est-à-dire des actions, ou une rente immobilière, des loyers qui touchent, lui, il est taxé à 15%, 15 ou 20%. C'est pas juste, c'est injuste. Quel que soit son niveau, même s'il gagne 3 millions de dirhams ou 4 millions de dirhams par an, c'est ça le niveau d'imposition.
C'est injuste par rapport à celui qui va travailler, qui va toucher 38%. Donc ça, c'est le genre de réforme que nous proposons chaque année en disant juste mettons le même niveau de taxation, des barèmes similaires pour tout le monde, pas plus pour le rentier, mais juste qu'il soit taxé comme est taxé celui du travail. Et en parallèle, des impôts sur le patrimoine très progressifs. Sur l'héritage, c'est de commencer à 1% pour jusqu'à 100 000 dirhams d'héritage. C'est ce qui existe aujourd'hui, hein, le 1%. Mais après, de le faire l'augmenter pour arriver à des niveaux de 10% d'un héritage quand vous dépassez les 10 millions de dirhams, par exemple. Et que cet argent puisse servir justement à cette cohésion sociale. Et nous, on avait même mis le titre que ça soit tout réinvesti dans un fonds pour l'éducation. D'ailleurs, c'est deux impôts qu'on propose, hein, aussi bien l'impôt progressif sur l'héritage que l'impôt progressif sur la fortune, pour, comme ça, ce soit très très clair, c'est pour l'éducation, qui est notre principal problème, la principale source d'inégalité au Maroc. Donc, si on veut que le Maroc se développe, il faut transformer, développer l'éducation, et ça ne se fera pas à 0 dirham, ça se fera avec de l'argent. Eh ben, on demande une contribution des plus riches là-dedans. Voilà. D'accord. Donc, juste pour revenir au déroulement de la crise, ou plutôt du confinement au Maroc, donc le gouvernement il a été félicité au début pour avoir pris une décision, par exemple, de fabriquer les masques de manière autosuffisante, et aussi le fait qu'il y ait un fonds de gestion du Covid qui soit créé. Malgré tout, son allongement a été très critiqué à la fin. Donc, quel est votre sentiment face justement à cet allongement du confinement qui a eu des effets dévastateurs? Et d'après vous, quels sont les secteurs économiques qui sont le plus touchés aujourd'hui au Maroc? Ouais. Alors, je reviens sur le début. Moi-même et nous à la FGD, donc les deux députés, on a félicité le gouvernement pour pas mal de décisions dès le début, hein, pour vous montrer qu'on est une opposition constructive. Quand des choses bien sont faites, on n'hésite pas à le dire. Ça nous arrive souvent au Parlement. Malheureusement, quand ça nous plaît pas, ben, on le dit aussi et très fort pour que les gens nous entendent. Mais des bonnes décisions courageuses ont été prises au début. La fermeture des frontières, par exemple, assez tôt en mars, ça a été une décision courageuse, difficile, mais courageuse, je pense. La fermeture des mosquées aussi, hein, il faut le savoir, elles sont toujours pas ouvertes, elles vont ouvrir que la semaine prochaine. Dans un pays où la religion a un tel poids, prendre une décision comme ça de fermer les mosquées, c'est courageux, c'est bien, c'était une bonne décision. Heureusement qu'on l'a fait parce que sinon ça aurait amplifié les risques de propagation de manière énorme. Et on le sait que les rassemblements religieux à travers le monde ont joué un rôle négatif dans la propagation, même là où vous habitez, en France. La plupart des gens disent que c'est la propagation initiale est très forte, a été dans des rassemblements religieux dans l'est de la France, parce que les gens se côtoient, bon, plus que de raisons en grande quantité. Euh, donc voilà, des décisions courageuses ont été prises. Au niveau social, le fonds aussi, c'était quelque chose de bien. Ça a permis de s'assurer qu'aucun Marocain n'allait mourir de faim, que tout le monde aurait un minimum, pas beaucoup, mais quelque chose. Donc ça, c'était bien. Après, au bout de 2 mois, le problème, moi, j'ai considéré comme un vrai problème, c'est qu'on a commencé à voir euh, du flottement en termes de communication et de l'opacité. C'est-à-dire le gouvernement ne communiquait plus ou très mal et ne disait pas où on allait. Ne nous disait ni quand est-ce qu'on allait déconfiner, est-ce qu'on allait déconfiner, les variables n'étaient pas claires. Il y avait une fois on nous disait A, le lendemain on nous disait B, donc c'était pas clair du tout et avec des conséquences économiques. Mais bon, après, les conséquences économiques, dans le monde entier, elles existent. Il ne faut pas le nier. Moi, ce que je reproche, c'est vraiment le manque de visibilité, de dire clairement où est-ce qu'on va, pourquoi on fait telle chose. C'était le cas au tout début, mais ça a disparu au bout de 2 mois. Et donc, c'est ce que je leur reproche. Alors, je ne vais pas leur jeter la pierre complètement, parce que c'est une crise inédite, très difficile. Beaucoup de pays ont des difficultés, mais c'est dommage. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on s'était distingué en tant que pays, euh, toute force politique et surtout le gouvernement, je le reconnais, les gouvernants, que ce soit le roi ou le gouvernement, ils se sont distingués par des bonnes décisions au début et de la transparence au niveau médical au début. Et donc, c'est dommage qu'au bout de 2 mois, voilà, on revienne au Maroc d'avant le Covid. Et alors, quand je vous dis on est revenu au Maroc d'avant le Covid, on y est revenu de plein pied en juin, c'est-à-dire sur les décisions économiques qui étaient plus
transparente, qui était frileuse. On se remet à parler d'austérité, alors que le monde entier est en train de parler, ne pense qu'à créer vraiment des tampons sociaux pour que les gens qui ont perdu leur travail puissent vivre dignement dans les mois, peut-être les mois ou l'année qui viennent, euh, avec des décisions vraiment très anti-orthodoxes qui sont prises partout dans le monde. Comme vous avez la Banque d'Angleterre qui décide de financer pendant toute l'année 2020 directement les frais de fonctionnement du gouvernement, de l'État anglais jusqu'à décembre. Hein. Tout ce qui concerne le Covid et la crise du Covid peut se faire financer directement par la Banque d'Angleterre. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils ont, comme on va dire, un compte ouvert à la Banque d'Angleterre pour le dépenser. Mais ça, c'est quelque chose de révolutionnaire pour la Banque d'Angleterre, ce qu'aurait pu copier le Maroc au lieu de rester coincé sur des méthodes orthodoxes, de ne pas dépasser un certain niveau d'endettement interne en se posant la question, en ayant peur de l'inflation, alors même qu'on est économiquement à un niveau d'inflation dramatiquement bas pour un pays en voie de développement, une inflation de 1%. Donc, et quand vous avez ce genre de discours, moi je l'ai, mais je ne suis pas le seul, beaucoup d'économistes raisonnables au Maroc l'ont, en disant il fallait utiliser des méthodes innovantes, de l'hélicoptère monnaie, il faut débloquer du cash, il faut mettre du cash dans l'économie, il faut faire en sorte que les gens retrouvent confiance et on pensera à des règles budgétaires plus tard. Pour l'instant, juste faisons en sorte que les gens ne perdent pas confiance et profitons de cette crise pour créer de nouvelles dynamiques. Quand vous dites ça, tout de suite, on vous dit ah, mais vous êtes fou, vous voulez créer de l'inflation comme au Venezuela. Mais on ne parle pas de ça. Il y a entre une inflation à 100% et une inflation à 1, il y a quand même de la marge. Mais nous, voilà, on a un gouvernement, une banque centrale marocaine qui a l'air fière, heureuse d'avoir une inflation à 1% depuis des années et qui même prévoit d'avoir une inflation de l'ordre de 1, 1,5% l'année prochaine. Mais ce qui est une inflation dramatique pour un pays en voie de développement comme le Maroc. Ça, c'est empirique, hein, c'est même pas empiriquement. Aucun pays en voie de développement n'a réussi à se développer avec une inflation aussi basse. Il faut essayer de viser une inflation raisonnable, c'est-à-dire de viser, c'est difficile, il n'y a pas de baguette magique, mais viser une inflation à 4-5%. C'est-à-dire que voilà, mettre de l'argent, mettre du cash dans l'économie, faire tourner la planche à billets, oui, un petit peu raisonnablement, sans excès, mais le faire. Pas rester bloqué sur des façons de voir qui datent des années 80, ou même pas, des années 90, du FMI, de la Banque mondiale des années 90. Ces organisations internationales ne prônent même pas ça aujourd'hui. Eux, au contraire, ils disent qu'il faut faire attention à ce que l'économie ne s'arrête pas. Il ne faut pas que qu'il y ait trop de monde qui perde son emploi. Voilà. Donc, ben voilà, on a des dirigeants qui sont sourds par rapport à tout ça. Alors justement, la question que je voulais poser, est-ce que le fait de contrôler l'inflation, ça vient pas justement de la pression de ces organisations mondiales telles que le FMI et la Banque mondiale qui essaient justement de contrôler la dette des pays en développement? Je crois pas. Moi, je crois pas. Je sais ce qu'on veut nous faire croire. Aujourd'hui, je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on a nos dirigeants au Maroc sont des élèves zélés ou surzélés des professeurs de la Banque mondiale du FMI des années 2000. C'est que ces professeurs n'existent même plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ils prônent d'injecter du cash dans l'économie un peu partout dans le monde. Je n'ai pas entendu, moi, de hauts responsables du FMI ou de la Banque mondiale ou d'économistes libéraux, je dis bien des économistes libéraux, prôner aujourd'hui de l'austérité. J'en ai entendu aucun. Quand vous avez le Financial Times qui prône des mesures de type de relance de l'économie par l'utilisation de fonds publics, quand même, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau mondial. Comment se fait-il qu'un pays comme le Maroc fasse à sourde oreille à ça et continue à se comporter de manière orthodoxe comme on se comportait dans les années 2000, à l'époque, c'est vrai, où la Banque mondiale et le FMI imposaient des choses très, très strictes pour les pays en voie de développement. Ça, d'une part. Deuxièmement, économiquement, l'économie marocaine souffre beaucoup d'une balance commerciale très déficitaire. Ça, c'est une évidence. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Vous avez cité tout à l'heure l'opportunité de la crise du Covid qui a montré qu'on avait une industrie textile tout à fait capable de fabriquer des masques, de fabriquer des blouses, des gants dans le domaine médical.
C'est-à-dire qu'on a trouvé une niche qui est capable d'exporter aujourd'hui. Pourquoi on ne profite pas de cette phase-là où il y a, c'est vrai, une sorte de repli mondial parce que les gens se déplacent moins et tout ça, pour développer un certain nombre de niches marocaines, les identifier, vraiment les développer, en dehors juste des discours, parce que les ministres font des discours, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut les identifier, il faut les aider. Les aider, comment on les aide? On les protège un peu, on les protège un peu des importations, pas de manière excessive, mais on les protège un peu, ne serait-ce que pour quelques années, pour pas créer de nouvelles rentes, mais on les protège un peu. Et on incite les détenteurs de capitaux marocains à investir. C'est pas fait, ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas encore fait. Ça devrait l'être fait, mais il y a des opportunités, mais c'est pas fait. Les gros détenteurs de capitaux au Maroc continuent à mettre principalement leur argent dans l'immobilier. Et on leur a pas encore donné de vrais signaux, euh, d'une part en leur montrant que l'État va protéger les créateurs d'une industrie locale dans de niche, pas de manière sur ce genre de sujet. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer des nouvelles conditions qui créent de l'emploi et de la valeur. Ah non, il y a eu un petit Allô? souci Bon, technique, mais c'est bon, normalement. c'était bon. Oui. Ça marche toujours. Parce que moi, ça a coupé. L'image, elle s'est coupée. Donc, je disais, oui, donc les détenteurs de capitaux au Maroc devraient être stimulés en les incitant, donc des incitations d'accompagnement et positives, et aussi des incitations négatives. C'est-à-dire de leur dire, c'est quoi les incitations négatives? C'est arrêtons de donner autant d'avantages dans des domaines qui créent finalement assez peu d'emplois ou qui créent peu de valeur, tels que l'immobilier crée de l'emploi, mais pas assez, et pas des emplois pérennes. Donc les importateurs, il faut donner des signaux forts aux importateurs que ça suffit, on ne va pas continuer à tout importer au Maroc. Le textile, par exemple, on ne peut pas importer tous nos textiles de Turquie, d'Asie du Sud-Est. On doit protéger un minimum notre industrie textile parce qu'elle peut créer des emplois et des emplois de valeur dans l'avenir. Et même dans des domaines de pointe, on a vu dans les médicaments, le Maroc est autosuffisant sur pas mal de médicaments. Il faut capitaliser là-dessus avec des PME marocaines. On est, on est autosuffisant sur la molécule du Doliprane, le paracétamol, alors que l'Europe n'est pas autosuffisante. Nous, on l'est. Donc, il faut capitaliser là-dessus, il faut aider. Mais quand vous allez creuser, vous allez trouver que c'est des petites PME. Donc, à un moment donné, on a potentiellement une industrie pharmaceutique à développer un peu plus, à aider, peut-être à protéger un petit peu dans l'avenir. Tout ce qui tourne autour de la santé, les hôpitaux, c'est pas que bon, il faut investir bien sûr dans des médecins, des formations de médecins, d'infirmiers, des infrastructures, mais c'est aussi économiquement en termes d'industrie du matériel. C'est de la literie, c'est des lits, c'est des appareils. Je ne parle pas que des appareils de pointe. Il y a plein de choses. Et bien, on se rend compte qu'au Maroc, on importe encore beaucoup ce genre de choses. Tout ça. Donc, il faut profiter de cette. On aurait dû ou on devrait encore profiter de cette crise pour se poser ce type de questions. Oui. Donc, parmi les autres secteurs qui ont été touchés de plein fouet par la crise du coronavirus, il y a notamment le tourisme, l'économie informelle et aussi l'artisanat. Donc, le gouvernement a proposé certaines indemnités, mais ce n'est pas du tout suffisant pour les sortir de la précarité, ces travailleurs-là. Donc, comment sauver ces gens? Comment leur donner espoir et leur dire que plus tard, ça ira mieux? Ouais. Alors, il y a deux aspects. Sur l'informel, je vais parler de l'informel d'abord un peu. C'est autre chose qu'a démontré la crise, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça au Maroc. On s'est rendu compte qu'on avait à peine 2,5 millions de personnes qui étaient dans le formel. Sur les plus de 6 millions de travailleurs au Maroc, il y a à peine 2,5 millions qui étaient déclarés à la CNSS en février. Donc, ça devrait être une priorité aussi. Qu'il faut qu'un certain nombre de domaines, de secteurs, je pense par exemple au café, au restaurant, doivent dans l'avenir déclarer leurs salariés à la caisse de solidarité. Parce que les gens qui étaient déclarés ont eu une petite indemnité, mais on l'a eu beaucoup plus rapidement. Donc déjà, c'est ça la dimension protectrice de l'État social. Donc ça, il y a un effort à faire, il faut arrêter.
l'informel, on doit avoir une stratégie pour faire disparaître l'informel en quelques années ou peut-être, allez, on va dire en une décennie, mais c'est faisable. Si on s'en donne les moyens, on a la volonté politique d'en finir avec l'informel. D'abord pour la protection des salariés, pour qu'ils aient tous une couverture médicale, une retraite. Donc ça c'est important. Euh, on a beaucoup entendu de choses pendant la crise, les gens le disaient, mais maintenant je sens encore les choses ralentir et j'ai l'impression que voilà, les lobbies qui profitent de l'informel et le gouvernement n'a pas l'air de vouloir en faire sa priorité. Sur les secteurs dont vous avez parlé tout à l'heure, le tourisme, oui, ça c'est vrai que c'est mondial. Il y a un drame, le secteur touristique mondialement est très très touché par cette crise. On ne sait pas, il va s'en sortir un jour, mais réellement on pourra dire qu'il s'en sortira lorsque ce virus aura disparu ou qu'on aura trouvé un vaccin. Il faut être clair, hein, tant qu'il y a le traitement n'est pas à 100% de cette maladie ou qu'on n'a pas un vaccin vraiment efficace, je ne vois personne aller aussi facilement qu'avant dans un restaurant, d'aller voyager dans un hôtel. Donc, ça restera toujours quelque chose de complexe. Donc, c'est un secteur qui souffre, qui risque de souffrir encore quelques mois. J'espère le moins possible. Dans notre cas, dans le cas du Maroc, il souffre aussi. Il faut l'aider parce que c'est beaucoup d'emplois. Pour être raisonnable, je pense qu'il y a un certain nombre d'emplois qui vont disparaître. C'est de là où un État stratège devrait avoir un certain nombre d'idées de reconversion, de pousser certains secteurs, parce que tout le monde ne va pas retrouver un travail, tous les gens qui travaillent dans le tourisme. Alors, il faut en préserver parce que le tourisme redémarrera, mais peut-être qu'une partie de ces gens-là vont devoir travailler ailleurs. Donc, il faut développer d'autres domaines qui doivent se développer. Et pour le tourisme, en attendant des jours meilleurs, protéger un minimum, sans être excessif, parce que les fonds ne sont pas infinis. Donc, il faut de l'argent pour garder à flot ceux qui pourront, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas garder à flot tous les acteurs du tourisme. Ça, c'est une évidence hein, dans un pays comme le Maroc. Et justement, comme vous avez parlé du commerce international, pensez-vous que le Maroc devrait plus se recentrer plutôt que privilégier, comme toujours, ses partenaires historiques tels que la France et l'Espagne? Oui et non, parce qu'on a on a une vraie vocation du bassin méditerranéen. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez nos principaux partenaires sont les Européens et en particulier la France et l'Espagne. L'Espagne d'abord et la France ensuite. Donc, ça ne va pas changer du tout au tout. Il faudrait qu'on se diversifie. Encore faut-il bien se diversifier. Il faut être sur ces questions-là, pas juste avoir des phrases toutes faites, parce qu'à un moment donné, voilà, beaucoup de gens étaient très heureux au Maroc d'avoir diversifié vis-à-vis de la Turquie. Ben, on se rend compte qu'on est ultra déficitaire dans nos relations avec la Turquie. Voilà, on n'exporte quasiment rien vers la Turquie parce que c'est une économie plus développée que la nôtre et ils ont des barrières tarifaires et eux, soyez-en sûrs, les PME marocaines n'arrivent pas à exporter en Turquie. Par contre, eux, leurs PME, toutes elles sont sur le marché marocain en exportation. Donc voilà, donc quelque part, c'est une économie encore plus concurrentielle de la nôtre, avec qui on a voulu diversifier. Donc, il faut faire attention. Dans le cas de l'Espagne et la France, comme ils sont beaucoup plus développés que nous, enfin l'Europe de façon générale, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Bon, encore faut-il que les bases de partenariat soient justes. Aujourd'hui, elles sont assez injustes. L'Europe profite dès qu'on se développe un peu, ils nous demandent beaucoup aux pays du sud de la Méditerranée, hein, ils nous demandent de bloquer les flux migratoires, d'accepter leur quota de pêche parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont des pêcheurs qui doivent gérer un peu partout en Europe. Mais nous, par contre, Marocains, quand on développe des produits capables d'être compétitifs sur le marché européen, ben rien. C'est tout de suite freiné où on a des quotas minimum, même sur les produits agroalimentaires, où on pourrait vendre beaucoup mieux en Europe, on nous impose un certain nombre de quotas. Sans parler de secteurs de, de pointe de développement autour des services, par exemple. Ça, c'est un domaine que je connais. Par exemple, dans l'IT, le conseil en IT, les SS2I, quand vous êtes une boîte marocaine, c'est très difficile de gagner des marchés en Europe. Pour une simple raison, c'est que
vos salariés ont du mal à se déplacer à cause des visas. Donc, quand c'est à distance, on vous laisse faire, mais dès qu'il faut, à un moment donné, il faut se déplacer, aller voir le client, tout ça, c'est assez complexe. Alors que dans l'autre sens, une SS2I espagnole, française, belge, n'importe quoi, elle, c'est hyper simple. Il n'y a ni visa, ni rien du tout. Elle débarque et en plus, elle a un avantage parce qu'on a très souvent encore un certain nombre de dirigeants ont le complexe du colonisé et ils préfèrent un blond, un brun. Donc bon, ça c'est à nous de le changer, hein, cet état d'esprit au Maroc, mais aussi dans nos discussions avec l'Union européenne. Même si on est petit, là c'est pour être plus fort, il faudrait qu'on discute en étant la main dans la main avec les Algériens et les Tunisiens ensemble avec l'Union européenne, parce qu'on joue un rôle très important avec eux pour la stabilité de la région, pour lutter contre le terrorisme, pour beaucoup de choses. Ben oui, mais il faudrait qu'ils nous permettent, je ne dis même pas nous aider, qu'ils nous permettent de nous développer de manière équitable. Donc ça, d'une part. Alors après, il y a quelque chose qui est très intéressant, alors c'est de l'avenir, c'est plus sur les 20, 30, 40 prochaines années, c'est le développement du continent africain, sur lequel le Maroc a été en avance. C'est vrai, on a des positions prises. Le secteur financier marocain est très présent. Il a remplacé parfois des secteurs des banques européennes, ou il a racheté des banques européennes sur le continent africain. Certains industriels marocains commencent à être présents. La grande entreprise publique qui est l'OCP est présente. Donc ça c'est des jalons qui sont posés avec des vrais partenariats dans des pays. Très souvent, c'est vraiment du win-win, hein. Pour l'avoir vu avec des créations de valeur et d'usines et d'emplois dans les différents pays, pas avec l'esprit venir pomper les richesses. Donc ça, j'ai vu, c'est des choses positives pour notre pays, mais le continent africain est un continent encore très peu développé. Pour, ça aussi, il faut garder, quand on entend des discours, des fois, on a l'impression que ça y est, tout est fait, c'est génial, mais malheureusement, l'Afrique tout entière, le PIB de l'Afrique tout entière, hein, vous prenez tous les pays d'Afrique, y compris l'Afrique du Sud, le Maroc, mais tout le monde, c'est équivalent au PIB de la France, hein. La France, c'est même supérieur. Le PIB de la France est supérieur au PIB de toute l'Afrique, tous les pays d'Afrique, si vous les rassemblez. Juste pour vous donner une proportion, hein, voilà. Donc, donc, pour nous développer, on sera encore, notre génération, la vôtre, on aura encore des relations à développer, à rendre plus juste avec le nord de la Méditerranée. D'accord. Et donc, pour vous, est-ce que il serait possible de plutôt développer les relations avec les pays maghrébins voisins? Et pourquoi, pour l'instant, il y a blocage à ce niveau-là, justement? Oui, ça c'est une évidence qu'il faut qu'on se développe. Les raisons sont politiques, de politique politicienne, enfin de politique d'il y a 40 ans, de plus que 40 ans, depuis les années 60, et on n'a pas réussi, hein. On n'a pas réussi, il faut le dire, hein, de débloquer une situation. Je ne vais pas dire que c'est de la faute uniquement de l'Algérie ou du Maroc. Je sens que la volonté réelle politique n'est jamais là. Elle n'est jamais en même temps des deux côtés de faire quelque chose et de se créer un destin commun beaucoup plus fort. Euh, donc, moi, je parle en tant que Marocain, mais je suis convaincu qu'en Algérie aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent il faudrait créer quelque chose de plus gros pour leur intérêt, notre intérêt, de ce Maghreb, qui est principalement avec les trois pays, hein, un qui est plus petit que l'autre, mais la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Et ensuite, oui, il y aurait bien sûr la Mauritanie, j'espère la Libye quand ça ira mieux pour la Libye. Mais ces trois pays qui se ressemblent beaucoup, Tunisie, Maroc, Algérie, pour pas plein d'aspects qui se ressemblent. Leurs diasporas se connaissent très très bien. Quand vous allez en France, j'ai vécu moi en France, j'ai vu. C'est vraiment, voilà, on a plein de différences culturelles, mais on se retrouve très très vite et on a plein de points communs. Donc, le point de vue culturel, point de vue économique, c'est une évidence qu'il y aurait des choses à faire ensemble. Et puis, voilà, c'est pas loin de 80 millions d'habitants. Ça pèse là dans des discussions avec l'Union européenne. Ça devient un pays, voilà, ça devient un groupe de la taille de la Turquie. Ben, la Turquie est beaucoup plus forte dans ses négociations avec l'Union européenne, avec l'Asie, avec les États-Unis, que quand le Maroc ou la Tunisie ou l'Algérie parlent tout seul. Juste en réfléchissant juste comme ça. D'accord. Et juste pour revenir au début de notre webinaire, vous avez abordé donc la question de l'éducation. Donc, pendant cette crise, nous sommes passés à une éducation digitale, plus ou moins. Par contre, les écoliers les plus défavorisés ont eu beaucoup de difficultés à poursuivre leurs études de cette manière,
que ça soit à cause justement de leurs conditions de vie. Peut-être qu'ils ont un espace exigu avec du bruit en fond, donc ils n'arrivent pas à suivre leurs cours, ou justement, tout simplement, ils ne sont pas habitués ou ne maîtrisent pas ces outils digitaux. Donc pour vous, l'avenir au niveau de l'éducation, est-ce une éducation digitale? Je dirais oui, mais là aussi, il faut une volonté politique, parce que je pense que justement, le digital est une opportunité pour tous les pays en voie de développement, parce qu'on peut gagner beaucoup de temps, gagner beaucoup de temps pour avoir une éducation de qualité offerte au plus grand nombre, hein. Je vais m'expliquer. Avec du digital, on peut avoir le meilleur prof qui existe au Maroc ou même dans le monde et prendre sa vidéo et la donner à n'importe quel enfant, qu'il soit dans le fin fond du Moyen Atlas, du Haut Atlas ou à Rabat ou à Casa. On peut lui donner le même enseignant. Alors, ce n'est pas la même chose qu'un enseignant dans la classe qui discute avec vous, c'est une évidence. Mais quand on sait que malheureusement, beaucoup de nos enseignants, et je dis nos pays en voie de développement, ne sont pas suffisamment bien formés, donc ça nous permettrait de gagner du temps, pas à 100% digital, mais au moins donner du contenu de qualité au plus grand nombre, parce que la question du contenu est importante. Et aussi, je rajoute, moi c'est comme ça que je le défends beaucoup le digital, utiliser le digital pour la formation continue des enseignants. Ce serait ça la priorité, si j'étais au pouvoir, et c'est ce que j'ai proposé depuis le début, c'est de dire, faisons du contenu digital en prenant les meilleurs enseignants dans toutes les matières au Maroc, il y en a dans toutes les matières, de la maternelle jusqu'à la fin de la fac, on prend des super enseignants qui ont de la pédagogie et on enregistre avec eux des cours de manière digitale. On leur fait créer du contenu éducatif. On a même consacré un budget assez important depuis le début, on dit de l'ordre de 500 millions de dirhams, un beau projet pour vraiment créer du digital pour toutes les classes, tous les niveaux. Et on mettrait à disposition ce contenu euh, en priorité aux enseignants. D'abord les enseignants, nouveaux enseignants, pour qu'ils voient comment est dispensé un cours par un excellent professeur qui a une expérience, qui a des compétences et tout ça. Pour qu'ils déjà ils prennent lui-même cet enseignant ou cette enseignante exemple sur cet enseignant brillant, euh, et qui puisse utiliser ce contenu pour l'accompagner dans sa pédagogie à lui. C'est qu'on peut imaginer de réinventer même l'école. Un prof qui serait mal formé et qu'on enverrait dans un petit patelin et qui ne sait pas s'y prendre, eh ben, on pourrait lui donner, ça demande de la volonté et un peu d'investissement, à lui, on lui donnerait une tablette sur laquelle il se baserait en regardant un super prof comment il enseigne, pour lui copier cette super prof. D'accord. Avec le cours du super prof, peut-être pas exactement celui qu'on a donné aux profs débutants, mais il pourrait aussi mettre quelque chose à disposition pour les familles et les élèves. Donc le digital peut jouer ce rôle-là, c'est-à-dire aussi bien créer du contenu pour tout le monde que, en priorité, améliorer le niveau des enseignants un peu partout dans notre pays. C'est malheureusement pas le cas pour l'instant. Donc, c'est pas comme ça qu'on a vu les choses. Dans la crise du Covid, c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait besoin de digital. Euh, Ils ont commencé par faire avec ce qu'ils avaient. N'importe quel prof qui avait enregistré un cours, il y avait des bons, des mauvais. Ils ont mis leurs cours en ligne. Ils ont amélioré petit à petit au fur et à mesure. Ils ont commencé à les diffuser à la télé. C'est une bonne chose, mais c'est pas assez. Et surtout, c'était en pleine crise du Covid, donc c'était pas préparé à l'avance. Et se sont posé les questions voilà, classiques qu'il y a les gens n'ont pas de tablette, la télé, ceux qui l'ont mais ne sont pas habitués à regarder ce genre de choses à la télé. Donc ça se prépare tout ça. Et en plus de ça, la question les espaces exigus de la famille. Mais moi, je suis convaincu que dans l'avenir, on ne pourra pas se passer. Il ne faut pas qu'on se passe d'un enseignement mixte avec du présentiel et du digital. Parce que d'abord, on peut avoir de la qualité, comme ce que je disais tout à l'heure. On peut avoir des enseignants qui sont ceux qui ne sont pas encore au niveau, qui sont des accompagnateurs, mais qui sont accompagnés par des profs très compétents à distance. Et oui, et on peut imaginer même des classes où on investirait dans des espaces où on mettrait une télé, où on diffuserait des cours. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on peut imaginer, on n'est pas obligé de repenser l'école comme elle a été pensée au 19e siècle. Je veux dire, le digital permet un certain nombre de choses qui peuvent être faites.
Et la question des outils informatiques, le support, la tablette ou un ordinateur, ça, c'est une histoire de volonté politique, hein. Je vais revenir sur le budget actuel qui a été enlevé au Maroc. On a enlevé presque 5 milliards de dirhams à l'éducation. Avec moins de 5 milliards, vous avez une tablette pour tous les élèves et étudiants du Maroc, hein. Tous les élèves, hein. On peut faire un appel d'offres. On peut avoir des tablettes à moins de 1000 dirhams la tablette, hein. Si vous lancez pour 5 milliards de dirhams un marché, vous avez une tablette pour tout le monde. Donc la question oui, parce que l'enfant du quartier populaire, il n'a pas de tablette, il serait réglé en 2 minutes. Ça, c'est 5 milliards qu'ils ont enlevés cette année, qui étaient prévus et qu'ils ont enlevés, hein, sans parler de budget supplémentaire. Euh, donc, pour répondre à votre question, oui, le digital a un grand avenir, mais d'ailleurs pas que dans l'éducation. Il y a un autre domaine aussi qu'on n'exploite pas assez, nous les pays en redéveloppement et nous le Maroc en particulier, c'est la santé, par exemple. On ne pourra pas, on a un déficit énorme en matière de santé au Maroc aujourd'hui. Il y a à peine 24 000 médecins sur tout le pays. Alors, un pays comme la France, ils sont pas loin de 300 000 médecins, okay, dont 12 000 dans le public au Maroc. La majorité des médecins du public ne veulent pas aller vivre dans des régions très éloignées. On peut les comprendre, hein, c'est parce que dans ces régions éloignées, ben, ils n'ont pas la vie sociale qu'ils pourraient avoir. S'ils ont des enfants, ils n'ont pas l'école qu'ils auraient en ville et tout ça. Donc, il faut former plus de médecins, d'infirmiers, et notamment qui viennent de ces régions-là. Il faut leur donner possibilité pour qu'on ait des médecins et des infirmiers partout sur le territoire. Mais aussi, tout en faisant ça, il faudrait utiliser le digital. Un médecin basé à Rabat ou à Casa qui serait très compétent, je ne sais pas, en chirurgie cardiaque, il pourrait, ou là, un cardiologue, très, très bon cardiologue, on va dire, pas un chirurgien, mais un très bon cardiologue, pourrait accompagner avec du digital un cardiologue débutant dans l'Atlas. C'est du domaine du faisable. Pourquoi on s'empêche d'utiliser des moyens de ce type-là dans des pays en voie de développement? Et on réfléchit toujours, on attend que les pays développés le fassent pour les copier. Or, la plupart des pays développés n'ont pas ce problème-là, parce qu'eux, ils ont une bonne couverture. Même s'ils s'en plaignent, mais ils ont déjà une couverture extraordinaire de leur territoire en personnel de santé. Donc, à nous de faire ce genre d'effort. C'est là où il faut être innovant, il faut réfléchir un peu. Ouais. Le confinement a été l'occasion de réaliser plusieurs actions solidaires. On a vu notamment donc, des actes de solidarité, des actions caritatives, des livraisons de paniers au logement ménages les plus démunis, mais ça a aussi été le moment d'extrême violence parfois. On a vu donc des violences conjugales donc, qui ont connu une hausse importante. Donc, quel est votre sentiment à l'égard justement de enfin, ces, ces actions-là et comment justement le gouvernement pourrait prendre des mesures pour lutter contre les actions, contre les violences conjugales? Ouais. Non, vous avez bien, c'est très bien d'aborder cette question-là. C'est là où c'est un des gros reproches qu'on avait, nous, à la FGD, vis-à-vis du manque de transparence sur la communication, sur la fin du confinement et tout ça, parce que autant c'était fait au début pour protéger la santé des Marocains contre la maladie du coronavirus, autant ben, des nouvelles maladies apparaissent, hein. Il y a les maladies, des maux de la MAUX de la société. Vivre dans des endroits, des petits endroits enfermés, ça crée des violences de façon générale, hein, sans même parler de notre société où malheureusement on a des violences beaucoup vis-à-vis des femmes, mais de façon générale, hein, des personnes que vous laissez confiner pendant très longtemps ben, deviennent violents. Les enfants créent des pathologies, on l'a vu ça. Et en plus de ça, des maladies, des gens qui étaient malades, qui avaient des maladies chroniques, qui ne se soignaient plus. Donc ça a posé beaucoup de problèmes de ce type-là et on n'a pas fini de les voir, hein. Aujourd'hui, on le voit, je suis en contact avec beaucoup d'amis médecins, ils reçoivent beaucoup de gens dans des maladies classiques qui n'ont pas été soignées à temps ou qui ne se sont pas soignées parce qu'ils ne venaient pas voir leur médecin pendant toute cette période-là. Et il y a eu très peu de communication de la part du gouvernement là-dessus. Et j'ai très peur, moi, surtout sur ces questions-là, sur les enfants, parce que pour moi-même, avoir des enfants et voir ce que ça a créé sur eux, le confinement long, je me dis, enfin, voilà, il doit y avoir beaucoup d'enfants qui ont créé des instabilités psychologiques
et puis qui ont été déscolarisés pendant très longtemps, et tout ça, donc ça doit être assez grave. Alors, ça c'est malheureusement très peu abordé par nos gouvernants, même abordé même par nos médias. La question de la violence conjugale et la violence à l'égard de la femme, en particulier, c'est déjà une question qui est quasiment tabou au Maroc. On ne veut pas en parler, alors que les violences conjugales ne sont même pas reconnues comme les viols conjugaux ne sont pas reconnus réellement comme des viols, pour vous dire, voilà. Euh, donc en dehors du Covid, en dehors du confinement, alors vous imaginez une femme qui était battue en dehors du Covid, qui se retrouve pendant 3 mois bloquée avec son mari violent dans la maison, qu'est-ce que ça a dû provoquer. Donc on a eu beaucoup de retours d'associations militantes qui travaillent dans ce domaine, qui disent que ça a complètement explosé. Les conséquences, on va malheureusement continuer à les voir dans les semaines, dans les mois à venir. Ce qu'il faut espérer, c'est que les associations, les militantes et les militants qui veulent un changement de mentalité, qu'on aborde ces questions-là sans tabou, qu'on essaye de sortir d'une société très machiste, en fait, il faut appeler les choses avec les bons mots, et ben, se mobilisent, ces gens-là, pour parler librement, en disant qu'on veut autre chose. On ne veut pas une société comme ça où on accepte, où il est acceptable qu'un homme batte sa femme ou un homme batte ses enfants, parce que c'est même pas que la femme, c'est qu'un homme, c'est le maître de la maison, il a le droit de frapper les gens qui habitent avec lui. Voilà, donc voilà, ça c'est des débats sociétaux qui ont commencé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop négatif, mais qui sont encore très minoritaires dans notre société. Donc il faut avoir le courage d'en parler, de dire non, il n'y a pas de chômage, on doit en parler, il ne doit pas y avoir de tabou sur ces questions-là, et en parler le plus librement possible pour faire avancer la société. Pour ensuite, alors après je reviens sur la question de la dimension politique, parce que si vous mettez un texte de loi comme ça au vote au Parlement, il ne passera pas. Aujourd'hui, il ne passe pas. Mais il faut changer les rapports de force, il faut que les gens qui veulent une autre société, une société plus juste, moins inégalitaire, sur tous les aspects, inégalité sociale, mais inégalité homme-femme, se mobilisent, s'engagent en politique pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses. Donc, on espère que ce changement se fera à l'échelle aussi des discriminations raciales. Au cours du confinement, on a eu l'occasion justement de voir à quel point les gens se sont indignés dans le monde face au meurtre, par exemple, de George Floyd et d'autres Afro-Américains aux États-Unis. Mais justement, ce mouvement, il a commencé dans plusieurs pays du monde et on espère que le Maroc fera partie de ce changement de mentalité et ce progressisme. Donc, Tout à fait. voilà, donc on a encore des petites questions. Maintenant, on passe à la politique. Et une question donc toute simple. Est-ce que vous pensez que la crise du coronavirus a rapproché les citoyens des politiques ou est-ce que les citoyens marocains sont encore plus méfiants et se sentent encore plus éloignés des dirigeants? Je ne sais pas s'ils sont plus éloignés, sincèrement, je ne sais pas. Le vrai indicateur, ça sera l'année prochaine. On verra. Est-ce qu'il y aura une mobilisation au minimum pour les élections? Parce que on est une société assez bizarre, la société marocaine. Les gens parlent beaucoup de politique, et parlent beaucoup de politique sur les réseaux sociaux. C'est rare, moi, que je sois tombé sur des jeunes, à la fac, autre ça, qui ne s'intéressent pas du tout aux questions sociétales, aux questions politiques. Et en quoi ils ne croient pas, ou ils ne croyaient pas, ou ils ne croient pas jusqu'à présent, c'est l'action politique dans les institutions, c'est-à-dire les conseils municipaux, le Parlement. Je considère que ça ne sert à rien. Souvent, c'est ça le genre de réponse que j'ai. C'est assez bizarre parce que je leur dis mais pourquoi vous êtes venus? Souvent, c'est des conférences où je suis. Pourquoi vous m'avez invité si vous y croyez pas, si vous votez pas et tout ça? Vous m'avez invité parce que je suis parlementaire, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quand même un intérêt. Et donc c'est complexe. C'est vrai on a un régime politique assez bizarre. On est une monarchie avec une constitution, mais on n'est pas une vraie monarchie parlementaire. C'est-à-dire que le Parlement a beaucoup de droits, mais le roi a beaucoup plus de droits que dans les monarchies parlementaires démocratiques. En même temps, on a une classe politique qui remplit pas toutes ses obligations. C'est vrai, hein, moi je le vois, le Parlement, les parlementaires n'appliquent pas même ce que leur a donné la loi. Hein. La loi, ils se fixent eux-mêmes des tabous, la plupart. Donc voilà.
pour que ça change, il faut qu'il y ait des acteurs qui décident que ça va changer. Et donc, c'est complexe. Alors, vous me dites, est-ce que ça va les rapprocher? Peut-être. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que le gouvernement a fait des choix, parce qu'il a fait des choix, hein, le gouvernement. Alors, je ne sais pas si c'est le roi il leur a demandé de les faire, mais ils ont fait des choix en tout cas. Donc, les citoyens ont vu des ministres faire des choix, bons ou mauvais, à un moment donné. Ils doivent se dire que les élections servent à quelque chose. Mhm. Mais je pourrais répondre à la question en positif ou en négatif en préparation des élections. Si on a une vague d'inscriptions sur la liste électorale, je vous dirais, ouais, les gens se sont rapprochés. Si personne ne s'inscrit, on est comme avant. Et là, ce serait triste pour l'avenir quand même, hein. Personnellement, j'ai remarqué la même chose. Donc, je connais de jeunes adultes qui sont qui ont de fortes convictions politiques et pourtant ils ne s'engagent pas en politique. Donc, est-ce que vous avez des mots d'encouragement aux jeunes qui nous regardent ce soir? Oui, j'essaie de dire, enfin, d'encourager. J'espère que ce que j'essaie de faire au quotidien, je fais un podcast hebdomadaire où j'explique ce que je fais au Parlement. Tu vois, oui, je ffais ça depuis maintenant presque 4 ans, hein. J'essaie de simplifier parce que c'est pas si compliqué que ça, hein, l'action politique, de montrer ce qu'il faut, ce qu'on peut faire. Alors souvent, je parle des contraintes parce qu'on n'est que deux, nous, malheureusement, mais voilà, c'est le type de lois qui sont discutées. Ça va de la loi de finances, des choix qui doivent être faits. Est-ce que c'est l'éducation ou est-ce que c'est la sécurité qu'on doit mettre en priorité? Est-ce que ou bien des questions sociétales comme la question de la peine de mort, la question du droit à l'avortement, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent être débattues par les acteurs politiques. Les questions des libertés, les questions des droits, les questions des choix de développement économique, tout ça, ça fait partie des questions politiques. Au niveau de la ville, on est des élus locaux, on est 9 élus locaux ici à Rabat. Il y a des choix à faire sur la vie au quotidien, pas que sur le ramassage des ordures, mais par exemple sur le transport. On considère que Rabat mériterait un meilleur niveau de transport, et on pourrait se le permettre en faisant des arbitrages, avoir un niveau de transport public, des bus, d'un niveau similaire à ce qui existe dans les pays développés. C'est possible. Ça demanderait des choix, des arbitrages, de faire ça en priorité, plutôt que de planter du gazon tout le temps. Il faudrait faire ça d'abord. Et voilà, ça transformerait notre vie, la vie des étudiants, la vie des citoyens. Donc, on essaye de le faire. Maintenant, ça ne peut pas se faire tout seul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire il faut que les acteurs politiques se mettent à réfléchir comme ça. Non, non. Certains acteurs politiques réfléchissent comme ça, d'autres non. D'autres sont là pour autre chose, hein. De rencontrer beaucoup d'acteurs politiques, j'ai rencontré, que ce soit au Parlement, qui sont là pour défendre un certain nombre de lobbies. Et les lobbies, il y en a partout dans le monde, hein. Et c'est la grosse différence entre nous et un pays comme l'Espagne ou la France ou la Grande-Bretagne, c'est que eux, un lobby immobilier, il ne dépasse pas 10-15% du Parlement. Chez nous, malheureusement, il a 70%. Donc, comment on change ça? Il faut faire rentrer des gens qui n'appartiennent pas à ces lobbies dans le Parlement. Et c'est là mon encouragement aux jeunes, enfin aux jeunes et moins jeunes, c'est prenez vos responsabilités, tout simplement, hein. La base, c'est d'être inscrit sur la liste électorale. On a déjà beaucoup de choses à faire là-dessus. Il n'y a que 15 millions de personnes inscrites sur 26 millions en âge de voter au Maroc. Donc on a quasiment 11 millions, 10 ou 11 millions non inscrits. Et dans les jeunes, c'est-à-dire les 18-35 ans, plus de 80% ne sont pas inscrits. C'est-à-dire qu'on a au bas mot 6 millions de personnes entre 18 et 35 ans qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale. Ce chiffre-là déjà devrait nous interroger. 6 millions de personnes non inscrites, c'est l'équivalent de la somme de toutes les voix obtenues par les parlementaires aujourd'hui au Maroc. Vous imaginez? C'est-à-dire que vous prenez avec tous les jeunes qui ne sont pas inscrits, et pour beaucoup sont instruits, c'est souvent dans les milieux instruits que les gens ne sont pas inscrits, et si tous votaient, ils seraient aussi nombreux que tout le Parlement. Donc ça veut dire qu'on pourrait changer tout de l'équilibre qui existe dans le Parlement marocain. Donc on a dit c'est la première chose, s'inscrire, voter, même voter blanc ou déchirer la feuille, c'est quelque chose, c'est un acte minimum. Et moi, j'aimerais plus, hein, j'aimerais que les gens se présentent. Notamment, il y a les élections locales qui est la base de l'apprentissage démocratique. Se présentent et on n'a même pas besoin de faire partie d'un parti politique, on peut se présenter en indépendant. Un groupe d'amis ou une association peut décider dans une ville, petite ville ou un quartier d'une ville, un arrondissement,
de faire une liste indépendante avec un projet indépendant et d'essayer de le défendre. Mais voilà, il faut qu'on l'apprenne. Euh, on a essayé de montrer, on est un certain nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, ici à Rabat depuis un peu plus que 4 ans maintenant, depuis 2015, 5 ans, avoir essayé qu'on peut faire de la politique différemment. Euh, J'espère qu'on en a inspiré. Il faut qu'il y en ait beaucoup plus, hein, les élections l'année prochaine. J'espère que la petite réussite qu'on a faite en 2015 aux élections, qu'il y en aura une centaine à travers le Maroc. C'est comme ça que ça peut changer, hein. C'est comme ça qu'on peut redonner confiance aux gens, on peut leur faire les choses. Mais il faut qu'il y ait des garçons et des filles, des hommes et des femmes qui se mobilisent, hein. Ça ne se tombera pas du ciel. C'est souvent la question que j'ai, moi, on me dit, oui, mais il faudrait que les hommes politiques se rapprochent, ou les femmes politiques se rapprochent des jeunes. Non, c'est pas comme ça que ça va. La plupart, ils ne veulent pas se rapprocher des jeunes. Ils ne veulent pas. Donc, ne leur demandez pas de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. C'est à vous de prendre leur place. Donc, une dernière question chiffrée. Oui. Donc, j'ai appris récemment que les Marocains lisent en moyenne 2 minutes par jour, ce qui est très insuffisant. Donc, Monsieur Balafrège, est-ce que vous avez un livre à recommander qui donne envie ou redonnerait envie de lire? Ouais, moi j'ai plein de livres que j'aimerais recommander, mais ça dépend des âges. Alors, la question le peu de lecture, ou le faible temps de lecture, il est lié à un problème d'éducation, au sens large, hein. C'est que on ne valorise pas suffisamment l'éducation, la lecture dans notre société, à la maison. Je suis rentré chez beaucoup de gens où vous n'avez pas de livres, vous n'avez même pas une petite bibliothèque chez des gens instruits. Donc, parce que ça s'apprend, le goût de la lecture, ça s'apprend quand vous êtes tout petit. Alors, on peut l'apprendre plus tard, mais c'est-à-dire pour être vraiment un lecteur, grandir en tant que lecteur, faut avoir vu des livres déjà quand vous avez 3 ans, 4 ans, avoir touché un livre, regarder comment c'est. Donc voilà. Mon conseil aux jeunes parents, moi je suis plus âgé, mais c'est déjà de lire à leurs gosses, lire à vos enfants, n'importe, des bandes dessinées, des choses. Il faut lire, et toucher du papier, les bandes dessinées. Moi j'aime beaucoup la bande dessinée. Donc je conseillerais des bandes dessinées d'abord, juste aux gens qui n'ont pas l'habitude de lire. Commencez par de la bande dessinée où il y a du graphisme, il y a des très belles choses. J'adore, moi, par exemple, Corto Maltese, Hugo Pratt, toute la collection des Corto Maltese, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors après, des choses plus sociétales, si on s'intéresse à la politique et aux grands changements qui doivent avoir lieu au XXIe siècle, je ne peux que conseiller de lire du Piketty, ces 2 derniers bouquins. Il faut les lire. Il faut vraiment les lire. Ils sont très simples. Enfin, je ne sais pas qu'ils sont simplifiés. C'est la démarche de Piketty est passionnante parce que il casse des tabous des économistes qui parlent avec des phrases compliquées, des données compliquées. Lui, il parle avec du langage qu'on peut comprendre et qu'on doit comprendre, parce qu'on doit s'approprier ces questions-là, les questions des inégalités, les questions du développement. Et c'est très, très, très abordable, hein. Il faut rentrer dedans, le capital au XXIe siècle. Euh, et Capital Idéologie, les deux, mais Capital Idéologie, peut-être commencer par ça, parce qu'on peut lire plus des chapitres différents. Vraiment, ça, il faut vraiment liser ça, hein, tous les gens qui s'intéressent. Et il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, qui sont en train de faire tache d'huile un peu partout dans le monde, et ça, c'est très positif, parce que notre monde, on a atteint un niveau d'inégalité terrible. On le savait dans le Sud, dans les pays sous-développés, on le savait depuis toujours, mais aujourd'hui, ça touche même les pays développés, des niveaux d'inégalité à l'intérieur de ces pays-là, ce qui est peut-être une chance pour nous, pour pays comme nous, parce que il y a pas mal de chances qu'il y ait une nouvelle mode ou une vague politique, idéologique anti-inégalité. Et donc, on en bénéficierait, nous, on serait dans une bonne vague en tant que Maroc, qui est un pays très inégalitaire. Et donc, des politiques qui lutteraient contre les inégalités pourraient se mettre en place un peu plus facilement. Donc, là-dessus, je suis optimiste, hein. On espère que ce sera le cas et on est optimiste autant que vous. On espère que la génération donc, de jeunes Marocains ira dans le sens de cet engagement politique et qu'il y aura donc un avenir où le développement sera concret pour le Maroc en tout cas. Donc maintenant, Monsieur Balafrège, il nous reste à peu près 20 minutes avant la fin de ce webinaire. On va passer aux questions du public qu'on a récoltées donc, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Ouais. La première question nous vient de Fatine Bellamine.
les salariés vivent une injustice. 38% de leur salaire est prélevé mensuellement pour bénéficier des services publics et comme ce dernier n'est pas à la hauteur, ils sont ainsi contraints de payer à nouveau dans le privé. Donc, quelle est votre position par rapport à justement ce paiement d'impôts qui ne sert finalement à rien? Ouais. Non, je sais. Alors, je pense que la question de la dame, elle parle principalement d'éducation, parce qu'elle dit, euh, on paye 38% quand on travaille dans le privé, quand on est salarié, même pas que dans le privé, même dans le public, et finalement, ben, on n'a pas de service public. Bon, c'est pas vrai complètement, parce qu'on a du service public, hein, on a quand même du service, hein, on a de la sécurité, c'est à ça que servent les impôts. Ça va payer la police, ça va payer les routes, euh, la santé, l'éducation. Alors, on ne profite pas de l'éducation, certes, ben c'est le type de combat que j'essaie avec beaucoup d'autres de mener, c'est que faire remonter l'éducation publique pour qu'elle soit d'un bon niveau. Mais je ne veux pas tomber dans le piège je ne pense pas que votre interlocutrice, ce qu'elle vise, mais de dire il faudrait qu'on paye moins d'impôts, les gens qui sont salariés. Il faut au contraire que d'autres payent des impôts. Ceux qui ne payent pas d'impôts payent des impôts pour que on ait suffisamment de ressources, l'État marocain ait suffisamment de ressources pour mettre à niveau les services, des services publics. Ça, c'est essentiel pour moi. Et surtout qu'on s'est rendu compte, il y a une chose, et là, le coronavirus a montré dans le monde entier qu'on ne peut pas compter sur la santé privée. La santé privée, elle joue un rôle, elle peut jouer un rôle d'accompagnateur d'une santé publique, mais elle ne peut pas prendre la place. Même dans les pays sous-développés comme le nôtre, on s'est rendu compte que pour gérer une pandémie comme le Covid, il fallait que ce soit l'hôpital public qui le fasse. Ça ne pouvait pas être les cliniques privées. Elles peuvent accompagner, elles peuvent aider, mais elles ne peuvent pas gérer ce genre de choses. Donc, on a besoin d'avoir une santé publique d'un niveau minimum. On en est loin. J'espère qu'ils en ont pris conscience. Il y a eu des choses positives. J'ai toujours peur qu'il y ait un retour en arrière, qu'on ait encore les lobbies du privé qui reprennent le dessus dans les mois qui viennent. D'accord. Donc, deuxième question, elle nous vient d'Amy Brigitte qui nous dit votre vision sur les opportunités de développement des entreprises sociales au Maroc dans le contexte actuel. Alors, les entreprises sociales, quel type d'entreprise sociale? Je ne sais pas lesquelles. Alors, oui, alors, ça avait été la question de l'entreprise sociale suivant la définition. Moi, c'est un domaine qui me passionne euh, de revoir ce que c'est que la notion même d'entreprise, que ce ne soit pas nécessairement qu'une entreprise à but lucratif. C'est-à-dire, par exemple, la question des coopératives. Souvent, par exemple, et on a des opportunités au Maroc, on a même on a des success stories dans les coopératives au Maroc. On a la plus belle entreprise laitière au Maroc, c'est une coopérative. C'est Copag qui fait le lait Jaouda. Alors, c'est la plus belle, sincèrement, c'est la plus belle. Moi, j'achète que ce lait-là. J'achète pas si je ne trouve pas, je fais le tour. Mais il faut que ça rentre dans notre état d'esprit d'encourager, en tant que consommateur, de consommer de l'entreprise sociale, de consommer des produits venant de coopératives. Il faut qu'on puisse communiquer dessus, il faut qu'on puisse en être fier et développer ça. Malheureusement, jusqu'à présent, ce n'était pas encore encouragé, c'était du hasard. C'est-à-dire que Jaouda s'est développé grâce à des hommes, quelques hommes, hein, je crois son fondateur, qui était précurseur, qui allait dans le sous. Il n'y avait pas de coopérative laitière, il l'a monté, il l'a très bien monté de manière assez égalitaire et ça s'est bien développé. C'est devenu la plus belle entreprise laitière au Maroc. Elle est mieux que Danone, elle est plus compétitive que Danone. Donc ça, c'est super. On devrait capitaliser là-dessus et en mettre beaucoup plus. Avoir des coopératives et d'autres types d'entreprises sociales, d'autres catégories. D'accord. Donc, une prochaine question. Monsieur Balafrèche, que pensez-vous du gouvernement qui a gelé le recrutement dans les secteurs publics, excepté justement le domaine de la santé et de la sécurité nationale? Non, c'est terrible. Même s'ils disent le contraire, bon, ils jouent sur les mots, eux, mais dans les faits, oui, ils ont gelé les budgets. Ils disent que c'est pas gelé, que c'est juste un décalage de 6 mois, mais oui, dans les faits, il n'y a pas les recrutements. C'est-à-dire que ce qu'annonce le ministre des Finances qui dit, c'est que les recrutements qui étaient prévus pour 2020, eh ben, ils auront lieu
jusqu'à juin 2021. Donc, c'est-à-dire que c'est un décalage de 6 mois, il y a 6 mois de plus, et que c'était à cause du confinement qui n'avait pas pu faire les concours. Je pense qu'ils jouent beaucoup sur les mots parce que bon, le confinement est terminé, ils pourraient les organiser maintenant, les concours. Pourquoi ils ne le font pas? C'est ça la vraie question, elle est là. Donc voilà, ils ont créé cette opportunité. C'est terrible parce que pour moi, ça aurait fait partie, c'est pas le seul. D'abord, on en a besoin pour la relance. Il y a des besoins, on a un État qui est. On a assez peu de fonctionnaires au Maroc. Il ne faut pas croire qu'on a beaucoup de fonctionnaires. Comparons. On a beaucoup de fonctionnaires dans certains endroits. Mais quand vous voyez sur tout le territoire du pays, le pays est mal couvert en termes de fonctionnaires. C'est une évidence dans le domaine de l'éducation et de la santé, mais même dans d'autres domaines sécuritaires. Il y a beaucoup de régions du Maroc où il n'y a pas suffisamment de policiers. Il y a beaucoup d'endroits, vous allez avoir même pas très loin de Rabat, hein. Enfin, une ville nouvelle comme la ville de Temsna, il n'y a pas de policiers. C'est une ville où il y a encore juste quelques gendarmes qui gèrent toute une. Donc, on a besoin de fonctionnaires dans notre pays, qui soient mieux dispatchés sur tout le territoire, mais on a besoin de fonctionnaires pour que l'État soit présent et les services publics soient présents. D'accord. Donc, il y a Basma qui nous demande quel est votre sentiment à l'égard de la privatisation accélérée du secteur de l'éducation et sommes-nous à un point de non-retour? J'espère que non. J'espère que non. La crise du Covid a montré que beaucoup d'entreprises, je les appelle des entreprises privées de l'éducation, ne sont pas au niveau. Je ne veux pas généraliser. Il y a des écoles privées qui ont rempli leurs devoirs. Il faut dire les choses comme elles sont. Elles ont rempli leurs devoirs. C'était quoi remplir leurs devoirs? C'est qu'elles ont continué à accompagner les enfants, les élèves, mais un certain nombre d'écoles n'ont pas rempli leurs devoirs. Elles ont abandonné leurs élèves pour commencer. Donc, elles n'ont pas rempli la mission qui est la leur sous contrat avec l'État, parce qu'elles ont un agrément, hein, et elles n'ont pas rempli leurs obligations vis-à-vis de cet agrément ou cette autorisation d'enseigner qu'elles ont. Et elles n'ont pas rempli leur obligation vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis de leur staff. Elles ont viré tout le monde. Ces entreprises-là, c'est des entreprises, doivent disparaître pour moi. Elles devraient disparaître. Aujourd'hui, l'éducation privée, primaire, secondaire, ça pèse 15% au Maroc. C'est 15% des enfants qui y sont, alors qu'il y a encore 10 ans, c'était moins de 7%. Je pense qu'il faudrait retomber à ces eaux-là. Il faudrait avoir une stratégie dans le domaine de l'éducation pour revenir à quelque chose de raisonnable, que le privé continue à exister, mais ne dépasse pas les 7%. Et surtout que d'aller dans le privé soit quelque chose de volontaire, que les parents qui mettent leurs enfants dans le privé le fassent volontairement et non pas par obligation. Alors qu'aujourd'hui, pour beaucoup de parents de la classe moyenne, c'est une obligation. Pour des raisons, parce que les écoles publiques ne font pas l'horaire continu, ne peuvent pas garder les enfants entre midi et deux. Donc un papa et maman qui travaillent, un enfant de 6 ans ou 7 ans, il n'a pas où le laisser, donc il est obligé de le mettre dans le privé. Les écoles publiques ont très rarement du transport collectif, ont très rarement des cantines, ont assez rarement des activités annexes, ce que recherchent les parents de la classe moyenne. Voilà. Alors que même que la plupart des écoles publiques ont des enseignants de meilleure qualité que ces petites écoles privées, hein, et qui sont mieux payés dans ces écoles publiques. Mais ça a été pendant longtemps une volonté de préserver ces écoles privées. On a eu un discours fâcheux, hein, du ministre de l'Éducation la semaine dernière, qui a dit clairement que l'école publique n'a pas les moyens de récupérer tous les enfants du privé. C'est probablement vrai à très court terme, mais on ne dit pas ça quand on est ministre de l'Éducation. Non, on se donne les moyens d'accueillir qui veut revenir dans l'école publique. Et quand vous avez un ministre de l'Éducation qui dit ça, c'est une façon d'encourager le secteur privé à continuer à exister. Alors que, je ne dis pas tout le secteur privé, il y a du secteur privé peut-être qui est là à but non lucratif. Il y en a, hein, moi j'en connais, des écoles privées, des fondations, ça existe, qui existent et qui font un boulot d'utilité publique. Mais vous avez un certain nombre d'écoles qui ne sont pas des écoles. On les voit dans tous les quartiers du Maroc. Ce sont des immeubles, des fois. Il n'y a même pas une cour, il n'y a rien. C'est-à-dire que, et c'est les mêmes choses que dans le domaine de la santé, hein. Au Maroc, on a aussi ça. On va trouver des villas qui sont transformées, qui s'appellent des cliniques après, qu'on appellera un hôpital. C'est-à-dire que même la définition d'école ou de clinique ou d'hôpital n'est pas respectée. Quand vous avez un immeuble, ça ne peut pas être une école pour une école primaire. Les enfants dans le primaire, ils ont besoin d'avoir une cour pour respirer, pour courir.
Et ben, dans le public, ils ont une cour. Ben, dans le privé, où vont les gens vont payer à partir de 700 dirhams par mois, des fois jusqu'à 3000, 4000 dirhams par mois, vous avez des écoles où il n'y a pas de cours. Ouais. Donc, la prochaine question. Euh, Pardon, j'arrive pas. Euh, Désolée, le temps que les questions soient centralisées. Euh, bon, alors, la question est la suivante, pardon pour le retard. Est-ce que vous ne pensez pas que le système financier et fiscal pourrait être justement un outil qui lutterait contre la pauvreté? Donc, en plus de financer l'éducation, ça serait un levier de lutte contre la pauvreté. Et est-ce que vous pensez que, donc, à côté de cela, est-ce que les moyens et les outils développés seront similaires, par exemple, euh, aux, euh, aux protections, par exemple, contre le chômage, contre la précarité qui sont existants, par exemple, en France? Mm. Est-ce que, vu qu'en France, c'est parfois des outils qui encouragent l'assistanat, est-ce que ça serait pas mieux d'éviter ce genre d'outils? Non, moi j'aime pas le mot assistanat parce que souvent c'est dit par des gens qui sont ultra libéraux et qui reconnaissent pas le développement des sociétés humaines. Euh, L'assurance chômage, c'est quelque chose d'extraordinaire qui existe dans tous les pays, même les plus libéraux. Les États-Unis ont une assurance chômage. Alors, elle est moins peut-être avantageuse que celle qui est en France, mais ça fait partie du cheminement, du développement des pays, parce que moi, je crois que personne n'est heureux de tomber au chômage, hein. On a tous envie, tout individu a envie d'avoir un travail qui lui plaît, de gagner sa vie, d'avoir une vie agréable. Mais on est tous à la merci d'incidents dans la vie. Et le rôle d'un État protecteur d'une société qui protège ses citoyens, c'est de permettre à tout le monde de s'épanouir et de protéger les plus faibles. Quand on a un accident de la vie, ça peut arriver à tout le monde, et ben qu'on soit protégé. Ça ne veut pas dire qu'on va être protégé à vie, sauf si on est en un handicap, mais ça aussi, ça fait partie des choses. Avoir une protection quand vous avez un handicap ou vous avez un enfant handicapé, être accompagné parce que votre vie est bousculée. Pourquoi ça n'existe pas dans les pays en voie de développement ou les pays comme les nôtres? Pourquoi c'est quelque chose on- auquel on pense même pas. Donc, c'est-à-dire que moi, enfin, les aspects qui peuvent être des fois négatifs, les abus qu'il peut y avoir dans les pays développés, c'est rien par rapport aux aspects positifs de protection de la société dans son ensemble. Les abus, ils existent partout. Il y a toujours des gens qui trichent un peu. Bon, après, il faut corriger, mais le truc fondamental, euh, c'est extraordinaire que ces pays-là, les pays développés, hein, malheureusement, voilà, c'est les pays développés, eh ben, ils ont pensé bien avant nous, et nous, on n'y est pas encore, à améliorer la vie de leurs citoyens tout au long du développement du. C'est le XXe siècle, hein, c'est le XXe siècle où ils ont. Ça a commencé par l'école gratuite pour tous les enfants. Ensuite, ça a été les vacances, la semaine plus courte. Ça a été ça, hein. Au début, les gens ils travaillaient 6 jours sur 7. Ils sont mis à travailler 5 jours sur 7 pour pouvoir se payer des vacances. Et même dans des sociétés ultra-libérales, hein. Je rappelle quelque chose, des gens ont oublié, mais Ford et Taylor, donc les inventeurs du capitalisme, Ford, quand il construisait des voitures, il voulait des voitures construites à un prix suffisamment bas pour que les ouvriers qui travaillaient sur la chaîne de montage de la voiture puissent acheter la voiture. C'est que c'est tout son concept, hein, Ford, hein, c'est créer de la consommation chez les ouvriers. Il fallait que la classe ouvrière soit capable d'acheter les voitures. Vous imaginez au Maroc? Est-ce que vous croyez que les gens qui travaillent chez Renault à Tanger ou chez Peugeot, les ouvrières de la chaîne ou les ouvriers, ils achètent la Peugeot ou la Renault? Non, on est très loin de ça. Et c'est pas que pour parler de ces deux marques-là, mais dans le monde entier aujourd'hui, enfin dans les pays sous-développés.
En Chine, les gens qui travaillent sur les ordinateurs Apple n'achètent pas l'ordinateur Apple. C'est un problème. C'est même le capitalisme qui a rétrogradé, on parle, les 100 dernières années. C'est pas normal. C'est-à-dire que le capitalisme américain, là où ça a été inventé au début, enfin, s'est développé le nouveau capitalisme du XXe siècle, a été complètement dévoyé. Aujourd'hui, on a une société où vous avez quasiment un néo-esclavage. Il y a des gens qui travaillent, qui fabriquent, qui participent sur des chaînes de montage à des choses qu'ils ne consommeront, qui n'auront même pas le loisir de consommer un jour. Euh, c'est tout ce genre de société qu'il faut interroger. Alors, aujourd'hui, les Européens, parce qu'eux aussi, ils ont vu ce travers-là, mais sont en train de l'interroger, mais eux ont un contrat social. Il y a les indemnités chômage, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a la santé gratuite pour tous. C'est quelque chose on le voit, c'est magnifique. On aimerait ça. Bah, il faut se diriger vers ça. Ça a un coût. Il faut payer, il faut accepter dans une société de payer plus d'impôts parce que des contributions sociales en France, et contributions en France ou dans toute l'Europe, de toute façon, c'est plutôt similaire. Hein, ça se joue à 4, 5, 7 points de différence. Mais quand vous mettez impôt sur le revenu plus contribution sociale, que ce soit à la retraite, c'est énorme. Ça pèse quasiment, on n'est pas loin de 50% du revenu qui est ponctionné soit en impôt, soit en contribution à sa retraite et à l'assurance maladie. Mais vous avez le résultat, vous avez des sociétés beaucoup plus protectrices que ce que nous avons, nous, dans notre pays, où si vous avez une maladie grave, ben votre vie est fichue. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Balafrège. C'était très instructif comme live, en tout cas, c'est ce que j'en ai pensé. Merci. Alors, j'espère aussi que le Maroc tirera les bonnes leçons de cette crise du coronavirus et que les jeunes Marocains sauront exactement donc répondre aux besoins du pays, qui s'engageront d'une manière ou d'une autre, bénévolement ou dans un parti politique. Voilà, merci encore. On espère Merci. donc, toute la MG Lyon vous remercie et remercie aussi le public qui nous a regardés. Et soyez donc, suivez notre page et nos réseaux sociaux pour que vous soyez au courant de nos prochains événements. Donc, Ouais, voilà. et moi, je ne vous ai même pas demandé, vous restez, vous êtes beaucoup, vous êtes à Lyon là, vous rentrez pas au Maroc là pour l'instant cet été, les uns les autres. Il y en a certains qui sont au Maroc, certains sur Paris, et moi personnellement, je suis sur Lyon. On a un peu de mal à rentrer chez nous, c'est normal avec la crise, mais on Clair. espère que ça D'accord. aura lieu à un moment ou à un autre. Bien sûr, bien sûr. Et moi, comme je vous ai dit tout à l'heure au début, avec grand plaisir, je viens à Lyon au moins une fois par an. Moi, j'aimerais bien faire une conférence à Lyon, une fois avec des étudiants marocains à Lyon. Ça me ferait très plaisir. Ça me rappellera plein de souvenirs. Ça nous ferait plaisir également, donc peut-être un événement très prochainement. On vous tient au courant. Inch'Allah. Merci. Merci, Merci beaucoup. Hein. Au merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. It's going